Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Boris. Merci Boris d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Ouais, avec plaisir. Merci Maxime déjà de me recevoir sur ce plateau pour cette expérience à partager ensemble. Donc je m'appelle Boris, j'ai 30 ans, je suis originaire de Valence au sud de Lyon et aujourd'hui je vis sur la Côte d'Azur. J'ai donc une première agence immobilière qui est à Valence, qui a maintenant 4 ans et j'ai ouvert une seconde agence immobilière à Nice depuis 1 an et demi dans laquelle je m'éclate. Eh ben génial. On va revenir dans la deuxième partie du podcast sur toute cette activité-là. Mais si on revient un petit peu quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous expliquer qui était Boris quand il était enfant, adolescent? Qui était Boris? Alors j'ai la chance d'être jumeau, enfin en tout cas j'ai une jumelle, donc faux jumeau. Et ça part très loin, ça part dans une rivalité sans cesse entre un garçon et une fille, un frère et une sœur, parce que forcément elle a évolué plus rapidement que moi, comme toutes les filles, et moi j'étais toujours l'aîné en tant que jumeau, mais considéré comme le petit frère. Et j'avais toujours du coup besoin de me prouver, de me rendre intéressant vis-à-vis d'elle. Et ma sœur a hérité, elle, de l'intelligence, et moi de la bêtise. Donc elle a été tout le temps, on était toujours ensemble à l'école. Okay. Ça en tant que jumeau, c'est horrible. Ouais. T'es tout le temps en classe avec ta sœur jumelle. Moi, c'était la première de la classe, c'est la déléguée. Et moi, j'étais le dernier, le collé. Donc, elle votait au conseil de classe les avertissements pour moi. Donc, ça, c'était... Et donc, toute ma vie, ça a été une petite compétition qui a fait que je voulais toujours montrer que moi aussi, je pouvais exister et en quelque sorte avoir un peu la reconnaissance de mes parents. Et jusqu'au jour où, en fait, on arrive pour... Moi, je dois redoubler la 3e. Elle passe la 3e avec les félicitations. Et je raconte ça explique comment j'ai mis le pied dans la vente, parce qu'à l'époque, je ne savais pas quoi faire. Jusqu'en 3e, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et de ce que j'allais faire plus tard. Et on va l'inscrire dans une école de vente à Valence, avec les félicitations du conseil, etc., pour qu'elle fasse ce qui s'appelait la seconde bac pro vente. Ok. Et je l'accompagne, comme le jumeau est toujours collé avec sa sœur et ma mère. On inscrit ma sœur dans cette école de vente. Moi, c'était un peu la honte. Je redoublais ma 3e. Mais bon, toute ma vie, j'ai eu des avertissements et des heures de colle et des conseils de discipline. C'était pas étonnant finalement. Donc, c'était pas nouveau pour moi. Et la directrice, à la fin du rendez-vous, après l'inscription, me demande, et toi, jeune homme, où tu vas l'année prochaine? Et je lui dis, écoute, moi, je redouble ma 3e parce que j'ai pas été assez bon. Et cette directrice me dit, il n'y a pas d'élèves assez bons ou pas bons, c'est juste des élèves qui sont pas aux bons endroits. Et elle m'a dit, si tu veux, nous, on crée une classe test. Au lieu de passer un bac pro-vente en 3 ans comme ta sœur, on le fait en 4 ans. On prend plus de temps avec des élèves qui ont besoin de plus de temps. Ok. Et du coup, la seule chose que j'ai retenue, c'est que je redoublais pas la 3e et que j'allais avoir le même diplôme que ma sœur. Un an de plus, mais finalement, c'était parfait. Et du coup, pour moi, c'était la fierté de me dire que je redoublais pas, que j'avançais, continue à avancer, même plus doucement, mais que je continue à avancer. Et j'ai accepté du coup ça, et je me suis retrouvé à faire ma rentrée en BEP vente, alors que je savais même pas ce qu'était la vente. Ah ouais, ok. Et c'était comme ça, l'arrivée dans le monde, on va dire, de la vente. Ok. T'avais des rêves de métier à ce moment-là, t'avais envie de quoi? À ce moment-là, avec la conseillère, je me rappellerai toujours, j'avais discuté avec la conseillère d'orientation justement en 3e et on avait opté pour cariste parce que je me voyais déjà faire la course avec le chariot élévateur avec mes copains dans les allées. Et c'est vrai, Nick, c'est parti de ça. Ouais, donc la bêtise, c'était jusqu'au bout. C'était jusqu'au bout, mais sinon, non, en vrai, j'avais
J'étais perdu. Je savais pas vraiment quoi faire. Je suivais mon cursus scolaire qui allait d'échec en échec, mais j'avais jamais vraiment eu ce déclic de voir quelque chose et me dire, ou juste d'entendre quelqu'un qui me dise, putain, à part me dire, Boris, tu pourrais vendre des glaçons à des Inuits ou du sable dans le désert, que je déteste d'ailleurs, ce genre de réflexion, ça veut rien dire, mais c'était les seules réflexions qu'on me faisait. Ouais. Jusqu'au jour où je suis arrivé dans cette classe en BEP Vente, et là, j'ai eu des vraies révélations. Ok. T'avais un rapport particulier avec l'argent? J'aime bien poser cette question parce qu'il y a des entrepreneurs qui avaient des difficultés financières au moment où ils étaient enfants et donc ils avaient vraiment envie de gagner beaucoup d'argent plus tard. Toi, t'avais quoi comme rapport avec l'argent? Écoute, je me suis jamais posé cette question. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient une bonne situation professionnelle. Mes parents étaient... Mon père avait une société, il était à son compte. Ma maman travaillait avec mon père. Et j'ai pas du tout le souvenir d'avoir manqué de quoi que ce soit petit. J'ai pas fait des grandes vacances avec mes parents ou quoi que ce soit, mais j'avais tout ce dont j'avais besoin quand j'en avais besoin. Et c'est pas du tout quelque chose qui ont effleuré mon esprit jusqu'à ce moment-là. Ok, ça marche. Et du coup, quand tu rentres dans ce BEP vente, c'est ça? Ouais. Tu fais quoi comme... Enfin, ça se passe bien? C'est une révélation pour toi? Ça se passe très bien. En fait, je découvre que la vente, c'est pas avec des connaissances techniques ou des connaissances intellectuelles. C'est juste par rapport à du savoir-être, parler avec les gens, sympathiser avec les gens et bien passer avec les gens. Et j'ai cette faculté où j'arrive à discuter avec tout le monde, et que ce soit quelqu'un, que ce soit une classe ouvrière ou quelqu'un de plus important, responsable ou maire de ville ou quoi que ce soit, Ouais. ou directeur d'un club de rugby ou autre, de président, pardon, j'ai aucun souci avec ça et j'arrive à m'adapter facilement avec la personne qui est en face de moi. Et ça m'a beaucoup aidé au début. Ouais. Ouais, je peux le confirmer. Pour t'avoir vu échanger avec différentes personnes, avec un très très grand notaire et avec différentes personnes plus lambda, entre guillemets, tu arrives à t'adapter facilement avec les différentes personnes. Et est-ce que tu as eu des déclics dans cette classe de vente qui t'ont dit que tu allais faire telle ou telle activité? Écoute, il y a des choses qui m'ont marqué. Premier exercice, en fait, on devait faire de la vente en porte-à-porte. Ils voulaient nous apprendre, en fait, à être à l'aise, à aller toquer aux portes des inconnus. Et on devait vendre des parfums. L'école avait un partenariat avec une société de parfums et on devait aller toquer aux portes de notre village et vendre des parfums. Et on était rémunéré en fonction de ça. C'était génial. Donc moi, j'ai commencé directement à avoir les parfums. Je m'étais fait un catalogue avec les photos de toutes les bouteilles, etc., que j'allais vendre aux différents voisins et amis. Et ça avait très bien fonctionné. Et là, j'ai compris qu'en fait, je pouvais réussir à juste moi-même tout seul à aller vendre des produits à des personnes que je ne connaissais pas. Et en plus de ça, commencer à gagner mes premières dizaines d'euros. Ok. Et donc, j'avais fini premier de la classe à cet exercice. Ça avait été du coup une reconnaissance pour moi et fier aussi vis-à-vis de mes parents, de pouvoir leur montrer que j'avais fini premier enfin dans quelque chose d'autre que le sport. Ouais, de dernier à premier, la classe, c'est la remontada. C'est un peu ça. Et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait un déclic. Ça m'a permis de comprendre qu'en fait, je pouvais faire quelque chose qui était autre que des heures de colle. Et deuxième exercice, le commerce équitable nous faisait vendre du chocolat, toujours en partenariat avec l'école de vente. On devait vendre des sachets de 500 grammes de chocolat, 20 euros. Il y avait 15 euros pour l'école, 5 euros pour nous. Ok. Et l'école reversait alors une partie au commerce équitable. Et donc moi, pareil, je comprends le même exercice que le parfum, mais je l'ai poussé un petit peu plus loin. C'est que moi, j'ai demandé à avoir plusieurs sachets de 500 grammes de chocolat. Et chez moi, en fait, j'étais allé dans une société pour acheter des sachets plastiques. Okay. Et j'avais divisé ces sachets de 500 grammes en sachets de 100 grammes de chocolat que je revendais aussi 20 euros, du coup, à toutes les personnes de la ville et du village et les gens que j'allais toquer au porte-à-porte. J'avais plus cette barrière psychologique d'avoir peur de toquer au porte-à-porte. Ouais. Donc, j'avais trouvé un business hyper rentable, c'est clair. Je ramenais à l'école ce que l'école me demandait pour 500 grammes de chocolat, 20 euros. Sauf que moi, derrière, je m'étais fait 80 euros. Je comprends mieux la division foncière maintenant. Là. C'était de la division de chocolat. Voilà. Et ça, j'ai compris qu'en fait, tu pouvais, avec le même produit, en le présentant différemment, à un autre prix, en fin de compte, le vendre aussi. Ouais. Et les gens étaient tout autant contents. Toi aussi, l'école était content. Ouais. Jusqu'au jour où, malheureusement, j'ai vendu à un parent prof, sans savoir que sa fille était dans mon lycée. Et ça a fini en conseil de discipline. Alors qu'en fin de compte, j'avais juste créé un business hyper rentable dans une école de vente où ils nous apprenaient à être des entrepreneurs. Et derrière, c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était difficile parce que les personnes qui voulaient nous apprendre ce qu'était la vente ou la création de société en avaient pas forcément créé une eux, et qu'on était surtout dans la théorie et non dans la pratique. Ouais. Et c'est là où, du coup... après, on aurait dû te féliciter pour ça. Enfin, moi, je suis prof, je vois ça. C'est ce que je pensais. C'est exceptionnel. Enfin, je me dis, le mec est un génie. Et mon père, en tant qu'entrepreneur,
était le plus heureux du monde pour moi Ouais. et fier de ce que j'avais créé comme idée. Et j'avais trouvé une solution différente. Et ma mère, elle, c'était l'horreur. elle avait honte. Et du coup, c'est là où j'ai commencé après à me dire, en fait, peut-être que ma place n'est pas à l'école. Ouais. Parce que je suis peut-être pas compris. J'ai envie de faire d'autres choses. Et c'est là où après mon cursus scolaire, mine de rien, après le bac pro, le bac pro s'est arrêté. Ouais, donc tu l'as obtenu ton bac pro. J'ai obtenu mon bac pro vente. Ouais. J'ai eu un professeur qui, lui, avait croyé un petit peu en moi et voulait absolument que je pousse jusqu'au BTS. Donc, j'ai fait ce qui était une bonne solution pour mettre un pied dans l'entrepreneuriat. C'était un BTS en alternance. Ok. Et à ce moment-là, en fait, j'avais surtout besoin d'argent parce qu'il est arrivé une chose qui a changé ma vie. C'est que, justement, on parlait tout à l'heure de rapport à l'argent où j'avais jamais rien manqué de quoi que ce soit quand j'étais petit. Et mes parents ont eu comme toute vie d'entrepreneur, ont eu une difficulté financière avec l'entreprise de mon père, qui ont fait que du jour au lendemain, on s'est fait saisir la maison dans laquelle on habitait. Et je me suis retrouvé du coup à 18 ans à devoir m'assumer tout seul, travailler tout seul, et je voulais pas être ce poids pour mes parents, où j'ai fait le choix de partir en fait tout simplement de la maison avec mes affaires et devoir commencer à vivre tout seul. Donc finalement, le BTS, garder un pied à l'école, alternance et en entreprise, m'a permis de pouvoir vivre tout seul. Et parce que tu avais un salaire, tu avais une rémunération par rapport à l'alternance. Qui était suffisant à l'époque avec les allocations qu'on avait en tant que jeune pour pouvoir me payer un loyer, me faire mes petites courses, mettre un peu d'essence dans ma 206 et d'être commercial pour cette entreprise. Ouais. Là, c'est un gros déclic quand même. Hein. C'est un gros déclic. Tu te rends compte qu'en fait, tu es dans ta bulle toute ta vie et tout se passe bien. Et tu prends directement la réalité à l'argent, de dire en fait, ok, rien n'est éternel. Là, ça arrive plus par le haut. Et si toi, en fait, maintenant, tu prends pas ta vie en main concrètement, sans attendre le conseil d'un conseiller d'orientation ou d'un professeur ou quoi, ça va être très difficile. Ouais. Et tu te retournes, derrière, il y a tes parents qui sont là pour donner tout l'amour qu'ils ont, mais toi, tu as d'autres rêves, et en fait, les rêves, il faut que tu ailles les chercher tout seul, parce qu'il n'y a personne qui t'aidera. Et tu as pris un gap de maturité pendant cette période-là ? Ouais, forcément, avec les bêtises qui vont avec aussi, parce que tu imagines bien, tu te retrouves avec, t'habites en ville, tu as ton appartement, tu fais venir les copains, tu fais la fête, tu as ton indépendance, tu gagnes tes premiers 800-900 euros par mois en alternance. Ouais, forcément, tu prends en maturité parce que tu te responsabilises. Après, j'ai toujours eu en revanche la tête sur les épaules. C'est pas parce que je gagnais 800 que j'allais claquer 800. Ouais. Je gagnais 800. J'avais déjà une bonne gestion financière. Voilà, je mettais de côté. J'avais vu ce qui était arrivé pour mes parents. Je savais que du jour au lendemain, c'était important aussi d'être un petit peu écureuil. Et j'ai toujours fait attention à ça. Ok. Mais par contre, oui, en termes de maturité, d'autonomie et de gestion de finances, c'est à la fois la pire chose qui est arrivée pour eux, mais j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sans ce qui leur est arrivé, malheureusement. Finalement, ouais, ça t'a permis d'avoir ce déclic-là. Et du coup, tu fais ton alternance dans quelle entreprise ? Comment ça se passe ? Tu termines ton BTS ? Ouais, je fais mon alternance dans une société qui s'appelle Audit Protection, qui est à Valence. Je vendais des équipements de protection pour les ouvriers. Ok. Donc, ça passe des chaussures de sécurité, aux blouses, aux bouchons d'oreilles, aux lunettes de protection. Et je me retrouve du coup à vendre tout ça. J'ai directement un secteur en B2B. Donc pareil, je tourne dans les zones commerciales avec mes catalogues, mes échantillons, je vais voir des chefs d'entreprise, des directeurs. Et je me retrouve en fait à 18, 19, 20 ans à directement côtoyer plusieurs directeurs d'entreprises qui font des millions de chiffres d'affaires, qui m'apprécient, qui veulent me faire avancer, qui me donnent ma chance aussi, parce que je pense que mes produits n'étaient pas les meilleurs du marché, mais parce qu'ils voyaient que j'étais là tout le temps à revenir toquer, à prendre des refus, à revenir et à apporter une boîte de chocolat pour Noël, même s'ils m'avaient toujours rien acheté en disant que je lâcherais rien. Et la secrétaire, à la fin, je les appelais par leur prénom et elle me faisait passer, et toujours avec le sourire. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé et qui m'a fait comprendre aussi que si t'es sympa avec les gens te le rendent. Ok. Comment t'as eu cette motivation aussi jeune d'être aussi rigoureux dans ton travail, même si t'étais pas entrepreneur, là pour le coup t'étais alternant, mais qu'est-ce qui a fait que t'es devenu de suite comme ça rigoureux dans ton travail ? J'avais pas besoin de me donner de la rigueur. J'avais pas grand chose à faire en fait à part ce boulot, du sport et du rugby avec les copains le week-end, et en fait ça me plaisait. J'avais qu'une seule envie, j'ai jamais été vidéo game, donc je prendre une manette et jouer à des jeux de foot ou quoi, ou Call of Duty à la télé, ça m'a jamais intéressé. Okay. Moi, je kiffais jouer les représentants. J'aimais mettre ma chemise, partir avec ma petite sacoche, signer des contrats. J'avais des intéressements aussi à mon boulot, donc plus je signais de contrats au-delà de mes objectifs, plus mon patron me rémunérait. Okay. Et j'arrivais du coup à la fin, je partais d'une base de 800 euros en tant qu'alternant, et j'arrivais à avoir des salaires entre 1600 et 1700 euros, 1800 euros parfois, et payer mon essence. Très correct, quoi. Et quand tu passes de 0 à 800 à 1006 x 2 en l'espace d'un an et demi, en fait, tu te dis, ça y est,
je peux vivre tout seul, je suis un adulte, et tu peux commencer à te dire, j'ai envie de partir en vacances aux États-Unis, par exemple. Génial, ça fait une belle transition, ça. Tu fais même les transitions dans le podcast. Moi, je vais te laisser l'animer tout seul. Non, je dis ça parce qu'effectivement, au bout de ces 2 ans, j'avais un petit peu, comme un gamin de 20 ans, 21 ans, on regardait tous les séries américaines, les films américains, etc. Et ouais, je rêvais du rêve américain. J'adore les États-Unis. Je voulais absolument pouvoir... Tu parlais déjà anglais ? J'avais fait des cours d'anglais à l'école, mais je parlais pas du tout anglais. Non, t'avais pas le niveau. À part head, shot, and toes et les animaux, c'était tout ce qu'il fallait, tu vois. Donc non, j'avais un très mauvais niveau d'anglais. Mais par contre, je voulais absolument partir aux États-Unis. Ok. Donc je me retrouve à chercher autour de moi comment est-ce que je peux partir aux États-Unis. J'avais 3-4 000 euros de côté d'économie, qui me paraissait beaucoup en même temps qu'il n'y a rien du tout. Et j'avais un BTS, j'ai eu mon BTS. J'ai refusé mon CDI que mon patron m'offrait à la fin pour m'embaucher directement en tant que responsable des ventes sur mon secteur. Waouh, c'est énorme quand même. C'était extraordinaire. Ouais. Pareil, une fierté supplémentaire. C'est quoi comme salaire ramener à la maison? Pas si tu peux le dire. Ou... C'était 1 900 € ouais. avec une auto de fonction, un ordinateur, un téléphone. Après, et après, c'était un intéressement sur le chiffre d'affaires que je générais. Ok. Mais pas maintenant. Je voulais autre chose. J'avais 21 ans. Je voulais partir aux États-Unis. Tu te permettais de rêver plus grand à ce moment-là déjà? Ouais, clairement. Là, je me disais, ouais, c'est déjà génial. Pour moi, j'avais l'impression, tu sais, j'étais pas encore sur la Côte d'Azur. J'étais à Valence. À Valence, tu gagnes entre 1 500 et 2 000 € par mois. Tu fais partie de ceux qui gagnent bien. Tu peux te faire plaisir avec une petite maison et tu peux avoir une vie heureuse. Et j'étais pas conscient, en fait, qu'il y avait plein de choses qui pouvaient un jour peut-être m'intéresser, des challenges différents. Et si j'ai pas d'objectif ou de drive, je me perds, je m'ennuie, je réfléchis et après, c'est pas bon. Ok. Et du coup, tu pars aux États-Unis? Je pars pas aussi facilement. Il fallait des sous pour partir aux États-Unis. Ouais. 3-4 000 balles, ça suffisait pas? Non, ça suffisait pas. Il fallait aussi une université. Ouais. Donc, je me retrouve à faire plusieurs banques pour leur demander à la recherche d'un prêt étudiant. Donc, clairement, j'ai suivi plusieurs refus rapides. Et je me retrouve en fait avec la Poste. La Poste qui me dit qu'il faut tout simplement que je trouve une facture d'université qui accepte de me prendre. Ok. Donc, je me suis orienté vers une école qui s'appelle EF, Education First, qui propose en fait un cycle où tu peux venir étudier 1 an à l'étranger dans leurs universités, où tu dois faire minimum 51% d'heures de cours par rapport à l'année étalée sur 1 an dans leur université. Okay. Tu es nourri, logé, blanchi, t'es en internat, en chambre de 6, dans des lits superposés. Et c'est à peu près 24 000 € l'année. Waouh. Donc, ça me fait un gros montant. Pour moi, j'avais les 4 000, il m'en manquait 20. et j'amène cette facture à la Poste et je leur dis que je suis pris dans cette école. Par contre, il faut qu'ils me financent. Ils me demandent un garant. Et mes parents ne peuvent pas être garants à ce moment-là, financièrement. Donc, mon prêt ne peut pas m'être accepté. Et j'ai la chance d'avoir en fait un membre de ma famille qui se porte garant pour moi parce qu'il croit en moi. Et qui me dit, écoute, moi, je sais que tu n'auras jamais de soucis avec toi. Je me porte garant et pars et vis ton expérience. Et je me retrouve du coup à 21 ans pour la première fois de ma vie avec mon sac à dos à partir, presque partir, parce que quand ils se sont rendus compte qu'aux États-Unis je parlais pas du tout anglais, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas me mettre dans une classe en fait et faire ce qui eux adossé à une licence marketing. Ouais. Donc ils m'ont fait avant ça passer par Brighton en Angleterre où je suis allé 3 mois dans cette école pour apprendre l'anglais, mais c'est apprendre l'anglais avec des enfants entre 10 et 20 ans dans une classe avec les couleurs, le workbook, les animaux, etc. C'était assez marrant. Je me disais, je venais d'emprunter 25 000 € à la banque et j'étais dans une classe avec des enfants à relier tigre à tiger et éléphant à éléphant. Et après ça, effectivement, j'ai eu mon petit niveau A2-2 et j'ai pu m'envoler à Los Angeles. Ok. C'est marrant quand même, franchement, les étapes par lesquelles tu passes. Et du coup, comment ça se passe aux États-Unis? Comment ça se passe aux États-Unis? Donc, premier gros voyage de ma vie. Ouais. J'avais jamais voyagé avec mes parents, si ce n'est une fois Marrakech quand j'étais enfant. Ok. Donc là, tu prends déjà pour la première fois 12 heures d'avion. Tu arrives à LA, qui n'est pas la plus petite ville du monde. Et là, tu comprends qu'en fait, le monde, c'est énorme. Il est gigantesque. Et puis, je me retrouve dans cette université, je me rappellerai toujours. On arrive au repas du soir et on est du coup presque 800 élèves qui viennent du monde entier dans ces grands réfectoires. Et à côté de moi, j'ai un jeune et je lui demande d'où il vient et il me dit qu'il vient de Bolivie. Et je savais même pas concrètement où c'était la Bolivie. Je savais que c'était en Amérique du Sud, mais j'étais pas capable de la situer précisément sur la carte. Ouais.
Et pour moi, quand il m'a montré son téléphone Bolivie, il me l'a montré avec un iPhone. Et moi, là, ce qu'il me montrait sur la carte, pour moi, c'était les arcs, les sarbacanes et les animaux dans la jungle et les serpents. Non, mais tu vois, oui, c'est l'image qu'on a de la Bolivie, je suis d'accord avec toi, mais maintenant, moi, je me dis, en fait, le mec, il a les mêmes Nike que moi, il a un iPhone, il est exactement comme moi. Et là, tu prends le choc culturel. Tu te retrouves avec des personnes d'Amérique du Sud, des Américains, des Africains, des Européens, des Australiens, des Néo-Zélandais. Et là, en fait, tu as une ouverture sur le monde. En fait, il n'y a plus Valence et tout ce que j'ai connu à 100 km à la ronde. Là, c'est une ouverture du monde. Et tu te dis, en fait, il y a tellement à explorer et découvrir. C'est un gros moment pour toi, c'est un déclic important culturellement? C'est énorme parce que du coup je me dis que là pendant 1 an ça va être ma maison, je vais évoluer avec ces personnes, je vais évoluer avec eux, apprendre d'eux, comprendre comment ça se passe aussi, quelle est leur vie, et après c'est ce qui fait que j'enchaîne sur plusieurs voyages à aller les rencontrer, etc. Et c'est une année qui est extraordinaire pour moi aux États-Unis, qui me change à tout jamais. J'ai pas beaucoup étudié. D'ailleurs, j'ai pas eu le diplôme parce que je suis presque pas allé à l'université. Je suis presque pas allé à l'université. J'ai passé beaucoup plus de temps à voyager, à aller visiter comme tout gamin qui arrive aux États-Unis, la route 66, l'Arizona, Las Vegas, San Francisco. Et la seule chose qu'il fallait, c'était essayer de rentrer pour dormir le maximum, pour rester dans ce budget que j'avais de pré-étudiant et dormir dans mon université et pas ailleurs. Mais c'était une année extraordinaire. Ouais, ok. Tu pars où après? Tu t'enchaînes sur d'autres voyages? C'est quoi l'objectif en fait que tu as de base en venant aux États-Unis? Apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, ok. C'est pas le diplôme, c'est apprendre l'anglais, c'est me découvrir. Ouais. Et c'est génial parce que c'est la première fois dans une vie où tu arrives quelque part et en fin de compte, tu es simplement un prénom. Mais tu n'es plus l'ami de, le frère de, l'enfant de, le copain du rugby de. T'arrives, t'es toi, Boris, et en fait, tu te rends compte que si dans les 24 heures qui suivent, t'as pas d'amis, c'est que t'as un problème. Et en fait, t'es là, tu sympathises avec les gens et tu te rends compte qu'en fait, tu vas nouer des relations avec des personnes où t'as pas été introduit, parce qu'en fin de compte, toute notre vie, on est introduit. C'est clair. Et là, tu te dis, en fait, c'est moi et moi seul, et c'est extraordinaire. Et je conseille à toutes les personnes et tous les jeunes qui sont dans une phase après études entre 20 et 25 ans, qui se posent des questions, qui savent pas vraiment quoi faire, de pouvoir se permettre d'aller faire un voyage à l'étranger, juste pour se retrouver, s'ouvrir et se rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Ouais. Et d'apprendre l'anglais surtout. Enfin, franchement, c'est d'apprendre l'anglais, mais en soi, aujourd'hui, maintenant, je trouve que quand même de plus en plus, les jeunes se connectent à l'anglais. Ouais. C'est clair. Je trouve ça plus rapide. Je pense que les réseaux sociaux y jouent beaucoup aussi. Qu'à l'époque, moi, c'était quand je suis parti aux États-Unis, c'était la première application, les premiers mois de Snapchat. Ah oui, ok. Et je me rappelle, j'avais mon compte Snapchat, je m'envoyais des vidéos à Las Vegas à tous mes copains qui étaient chez moi à Valence. Je me disais, ça y est, Boris, il a explosé, il a percé, il vit le rêve américain. Et en fait, non, j'étais juste en train de vivre avec mon prêt étudiant de 25 000 euros et que les mois étaient comptés avant que je rentre en France et qu'il fallait le rembourser. Ok, ça marche. C'est ouf. Moi, c'est un regret, tu vois, l'anglais. C'est quelque chose que je maîtrise pas bien, pas du tout. Je m'en sors toujours. Tu vois, je suis parti aussi aux Pays-Bas, à Amsterdam, tout seul. Je m'en suis toujours sorti pour échanger, etc. Mais je dois parler comme une vache espagnole en anglais et être horriblement nul. C'est difficile, moi, maintenant, avec ce que j'ai, de quitter tout pour me dire je pars à l'étranger. C'est sûr. Mais par contre, je pense que ça doit être hyper formateur déjà. Et même aujourd'hui, dans ton métier, tu utilises l'anglais. Pas au quotidien, mais quasiment, non la population qui est sur le secteur de... Ouais, tout à fait. Au moins, peut-être pas tous les jours, mais certainement sur toutes les semaines, j'ai une conversation en anglais. Ok. C'est sûr. Et des fois, tu vas passer une semaine à faire que presque parler anglais en fonction des clients que tu as à ce moment-là. Oui, et parfois, pendant 2 semaines, tu parles pas anglais. Mais aujourd'hui, tout est anglais et surtout même sur la Côte d'Azur, tu as beaucoup de tout ce qui est advertising, etc. C'est en anglais. Je regarde, si un jour je veux me faire un film, je le regarde en anglais naturellement. Et c'est tout ça qui change en fin de compte. Ok, ça marche. Tu restes combien de temps aux États-Unis ? Je reste exactement donc 3 mois en Angleterre, plus 11 mois aux États-Unis, le temps du visa étudiant. Ok. Et je rentre en France. Ok. Et là, la douche froide ? Et là, retour à la réalité. Boris, il n'a pas percé aux États-Unis. et ce qui était négocié dans mon prêt étudiant, c'est que 1 mois après mon retour en France, je devais commencer à rembourser mon prêt étudiant. Et j'avais à peu près 547 € par mois de mensualité. Donc là, tu reviens, tu n'as pas eu ton diplôme parce que tu l'as mérité. Ouais. Tu dois 547 € par mois à la banque. Et tu te dois de le faire pour pas mettre en difficulté la personne qui t'a fait confiance. C'est clair.
faut te loger, parce que je peux pas retourner vivre chez mes parents. Et il faut se sortir les doigts, tout simplement. Et ça, c'est dur retour à la réalité. Parce que rien n'a bougé et personne t'a attendu. Tu reviens, tout le monde est toujours dans sa vie et sa routine. Et là, tu te demandes ce qui va se passer. Ok. Et tu vis comment ce contraste-là avec les États-Unis où tu as une année qui est totalement euphorique? Et qu'est-ce qu'ils en pensent, tes proches autour de toi, quand tu reviens à Valence et que tu n'as pas ton diplôme, etc. Notamment tes parents. Alors, on ne m'a jamais parlé du diplôme, Ouais. mais mes parents m'ont vu métamorphoser. C'est sûr, tu reviens, tu as tous tes copains sur les réseaux sociaux qui sont aux quatre coins du monde. Tu as une ouverture qui est complètement différente d'esprit sur les choses. Ouais. J'avais beaucoup plus confiance en moi. Tu vis presque 1 an et demi tout seul à l'autre bout du monde. Tu reviens, tu es serein sur plein de points différents. Ma mère, ça l'a beaucoup marqué, forcément, parce que j'étais plus le même pour elle. J'étais, en l'espace d'1 an et demi, devenu presque un homme, en fin de compte. Et ça, c'était extraordinaire, mais par contre, il fallait vite se débrouiller à pas rester sur ses lauriers et continuer d'avancer, quoi, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te lances ou tu repars en voyage? Non, première chose, impossible de repartir en voyage. J'avais même pas 1000 euros de côté quand je suis revenu. Et tu devais payer ces 547 euros. Je devais payer ce crédit tous les mois. Non, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient à leur compte dans des sociétés. Notamment un ami qui avait une société dans la maçonnerie et un copain qui avait une société dans le nettoyage industriel. Ok. Donc, ils m'ont tous les deux proposé de m'embaucher. Un ami en journée. En journée où la seule chose que je pouvais faire techniquement dans le bâtiment, c'était la bétonnière. Ouais. Donc, une pelle, une brouette et des sacs de gravier et un jet d'eau et toute la journée faire du ciment. Ouais. Et le soir, mon autre ami qui me prenait avec lui pour bosser dans le nettoyage industriel. Donc, on nettoyait des grandes surfaces, des boulangeries, tout ce qu'on voyait. Oui, pendant que c'est fermé, en fait, à partir de 19h, donc, je faisais la journée, je faisais la maçonnerie. Ouais. Et le soir, je faisais le nettoyage industriel avec mon pote. Tu devais être épuisé, non? J'étais épuisé. J'avais la chance d'avoir ma sœur qui avait son appartement, qui me laissait parfois dormir sur son clic-clac, et d'autres amis qui m'hébergeaient de temps en temps. Parfois, j'allais chez mes parents aussi. Et là, c'était très compliqué. Parce que là, c'est retour. Il n'y a plus de Los Angeles et de Las Vegas. Tu te retrouves à enchaîner ces petits boulots et qui, en fin de compte, me permettent juste de survivre, quoi. Et cette période-là, elle dure combien de temps? À peu près entre 5 et 6 mois. 5 et 6 mois avant que tu retrouves une stabilité dans ce que tu faisais? 5 et 6 mois avant que j'arrive juste à me prendre un petit appartement. Ouais. Où j'avais fait assez d'argent pour pouvoir au moins avoir un petit loyer. Et puis, il me faut aussi plusieurs fiches de paie de quelques mois pour pouvoir prendre un petit appartement. Parce que quand tu reviens en France, que tu n'as pas d'aide financière de nulle part, tu n'as aucune agence immobilière qui te loue un appartement. Ouais. Donc, c'est juste cette inertie qui me permet de mettre le pied à l'étrier et déjà de me loger dans ce beau pays qui est la France, mais qui est très difficile d'accès. C'est clair. La garantie Visal, ça a ouvert pas mal de choses par rapport à ça. Ça fait une aparté, hein, mais c'est vrai que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je sais pas combien de temps ça a, la garantie Visal, mais ça doit avoir moins de 5 ans, je pense. Moins de 5 ans, ouais. Et je veux pas dire de bêtises. Hein. Je veux pas qu'on me dise où il dit des bêtises. Non, mais à vérifier. On sait pas. Mais en tout cas, quand toi, tu. En tout cas, moi, quand j'avais en 2000, c'était 2018, 2019, j'en avais pas. Ouais, ok. Et c'est vrai que. C'était 2016. 2016. Quand je reviens des États-Unis, 2016. Eh bien, c'est vrai que c'était très difficile, et même nous, on le voit aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la garantie Visal, qui n'ont pas envie de souscrire à la garantie Visal et qui n'ont pas de situation, ils n'arrivent pas à trouver un logement. Alors que là, la France peut se porter caution pour toi et avoir un logement facilement, quoi. Donc c'est vrai que ça a vachement accéléré, et on peut critiquer beaucoup le gouvernement pour beaucoup de choses, mais sur ça, ils ont été plutôt bons, en tout cas. C'est clair. Et puis en soi, on a quand même un pays, la France, où tu peux pas mourir de faim dehors dans la rue. Et j'ai jamais eu de souci de me dire, quoi qu'il arrive, même si demain j'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à trouver quoi que ce soit, tu peux pas être laissé pour mort dans une rue. Il y a quand même plein d'associations, il y a plein de choses qui font qu'on a quand même une chance dans ce pays d'avoir. Il y a plein d'aides. D'avoir une sécurité qui est quand même présente, c'est clair. On est d'accord. Et du coup, une fois que ces 6 mois sont passés, tu retrouves un job? Non, c'est pendant que je suis en train de travailler, en fait, dans la maçonnerie. Il y a un mec qui vient avec une chemise et qui prend en photo la maison sur laquelle je travaillais. Ouais. Je suis en train de faire de la bétonnière pour couler une dalle de piscine. Et il prend des photos de la maison et je lui demande en fait ce qu'il fait concrètement. Et il me dit qu'il a un agent immobilier qui prend des photos de la maison pour la vendre. Et moi, j'étais toujours ça faisait 6 mois que j'étais rentré des États-Unis, je remboursais ce prêt étudiant toujours. Et je lui dis, attends, explique-moi, si tu vends la maison, là, comment ça se passe? Il dit, là, je prends 10 000 euros d'honoraires, de commission. Là, je me suis dit, attends, moi, si je vends 2 maisons, je rembourse mon prêt et je vais repartir voyager. Je lui dis, concrètement, apprends-moi, je veux découvrir ton métier.
Et elle me dit, écoute, on discute une quinzaine de minutes sur cette dalle de piscine, en plein soleil, là. Et il m'explique, il me dit, c'était le responsable de l'agence. Il me dit, écoute, en tout cas, tu as l'air motivé. Viens me voir samedi matin, si tu veux, à l'agence, parce que je pouvais pas la journée, je faisais la bétonnière et le soir, le ménage. Il me dit, viens samedi matin à l'agence me voir et on discute. Et le samedi matin, je suis allé le voir à l'agence immobilière. Je lui ai expliqué que voilà, je voulais qu'il m'apprenne à travailler. Il m'a dit, je te préviens, je peux pas t'embaucher, je peux pas être salarié. Je peux t'offrir un contrat d'agent commercial. Et puis, tu vends et je te paye quand tu vends. Et sur le coup, j'ai pas compris qu'il n'y avait pas vraiment de salaire. J'ai juste compris que j'avais un contrat et que j'allais pouvoir gagner des sous, quoi. T'avais même pas connaissance de ce que c'était l'agent commercial, etc. Je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était d'être auto-entrepreneur. Je connaissais pas le fait d'aller s'inscrire au greffe du tribunal. Pour moi, il m'a dit, écoute, tu peux commencer lundi. Il te faut une chemise, une voiture et de la motivation. Et puis tu viens, quoi. Ouais. Et t'as pris combien de temps à réfléchir, à changer d'optique? J'ai pris peut-être une petite dizaine de jours. J'en ai parlé à mes parents qui, eux, m'ont toujours soutenu de façon dans tout ce que je voulais faire et entreprendre, qui m'ont dit qu'il fallait que je fonce. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En fin de compte, j'ai ralenti énormément sur la maçonnerie, où à la fin, j'allais juste dépanner des fois quand il y avait besoin. Ouais. Je gardais le ménage le soir, parce que ça me permettait quand même d'avoir une rentrée d'argent tout de suite. Et j'ai directement commencé dans le métier d'agent immobilier dans cette agence immobilière. Et donc, c'est lui qui t'a formé ? C'est lui qui m'a formé avec le temps qu'il avait bien me donné. Mais après, non, j'étais quand même beaucoup autodidacte. En fait, c'est simple au début. C'est trouver des biens à la vente. Et pour trouver des biens à la vente, quand tu n'as pas de réseau, tu as le Bon Coin. Et à l'époque, le Bon Coin fonctionnait énormément. Il n'y avait pas encore toutes ces applications, tous ces référencements. Il n'y avait pas non plus. Il y avait quand même beaucoup de particuliers qui passaient par des agences. Il y avait beaucoup d'agences traditionnelles vitrines. Il n'y avait pas encore de mandataires immobiliers. Donc en fait, c'était complètement normal d'aller sur le Bon Coin, d'appeler et de faire ta pige, ce qui s'appelait, et de trouver des biens à la vente. Ok, donc là, tu appelais les propriétaires en direct, en froid. Exactement, en froid. Et je me rappelle, j'étais dans mon appartement et j'appelais toute la journée, mais j'ai pris des centaines de refus. Jusqu'au jour, il y a même une dame qui a accepté que je vienne. Parce qu'en plus, tu sais pas quoi dire au début, tu sais pas vraiment. Il m'avait expliqué, j'avais une trame que je lisais, mais tu te rends compte que c'était pas naturel et tu savais pas. Et j'ai commencé à avoir mon premier rendez-vous. J'étais même surpris qu'elle accepte à la fin que je vienne. Enfin, elle est tellement un refus qu'elle vient. Et je me retrouve à prendre mon premier mandat de vente et avoir mon premier appartement à vendre qui faisait 87 000 €. Au bout de combien de temps ? Au bout, j'ai mis à peu près, je sais pas, je dirais 3 semaines à mois à avoir mon premier mandat. C'est hyper rapide. Ouais, mais 3 semaines à appeler toute la journée, essayer de te former. Il y a des moments où tu poses le téléphone et tu pars une demi-journée faire une randonnée parce que tu as besoin de te vider la tête. Et... Non, c'est... Ah non, c'est long. Non, mais je suis d'accord. En plus, c'est long et pas long. En même temps, quand t'es rigoureux comme tu l'es, j'imagine déterminé, c'est très très long. Mais en même temps, 3 mois dans l'immobilier, 3-4 mois dans l'immobilier, pour une personne qui commence, c'est pas forcément très très long, quoi. Pour prendre un mandat, pas pour vendre. Non, bien sûr, pour prendre un mandat, on est d'accord. Ouais. Mais je connais la plupart des... franchement, il faudrait avoir la stat des agents commerciaux indépendants là, de chez Yadé, FCI, etc. Entre le moment où ils rentrent et le moment où ils rentrent le premier mandat, il y en a certains où il se passe plusieurs mois. Après, on a tous on met tous une envie différente. Une énergie différente, et voilà. Et puis, personnellement, encore une fois, j'avais pas de filet de secours. J'avais pas le choix. C'est souvent quand on n'a pas le choix. C'est souvent quand t'as pas le choix qu'en fait, les solutions, elles arrivent. Ouais. Et que tu travailles, t'es à fond, et puis à bout d'un moment, quand t'as enlevé cette barrière de peur d'appeler. Parce qu'au début, t'appelais, les gens disaient allô, je raccrochais. Ouais. Parce que tu dis, attends, parce qu'il faut se relancer, tu vois. C'est bien que tu le dises et que t'en parles. Et puis, j'étais plus dans le côté à l'époque, tu vois, quand je vendais mes parfums ou que je vendais mes chocolats, j'étais dans un jeu de rôle pour l'école. Et j'étais écolier qui allait faire un challenge de vendre des produits. Là, j'étais agent immobilier, j'avais un statut, et en fait, je pouvais pas passer pour un pingouin. Donc ça, c'était compliqué. Ok. Et après, ça l'a fait. C'est bien que tu en parles des difficultés, parce qu'on se rend compte que les difficultés qu'on a au tout début, finalement, après, elles deviennent banales. Hein. Aujourd'hui, je te demande d'appeler, de prendre ton téléphone pour faire de la pige, tu le fais sans problème. Ça me paraît même évident. Et au début, c'est vrai que c'est des premières contraintes et des premières difficultés qu'on a, où on se dit, mais comment je vais y arriver ? Ça nous paraît être une montagne, et juste d'avoir le courage de la surmonter, mais après, ça devient une facilité. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en train de se lancer actuellement. Et voilà, s'il y a un message à leur faire passer, c'est ça, c'est lancez-vous, quoi. Tentez. Et il y en a qui sont passés par là et on a vécu les mêmes difficultés. C'est pas de se dire, ça a été facile dès le début pour nous. Non, ça a été pareil pour tout le monde. Et puis la pire chose qui peut t'arriver, au pire, c'est un non. Et quand t'as compris qu'en fait, quand t'as pris des centaines de noms et que t'es pas mort, en fait, il peut pas t'arriver concrètement grand-chose, quoi. C'est clair. Et puis à la fin, à force de prendre des refus, tu sais ce qui marche moins bien,
des fois, je faisais mon speech à 30%. Hop, bah là, ça passait plus raccroché. Et je me disais, bah attends, il faut que je corrige peut-être là ce mot que j'ai dit à ce moment-là. Et j'arrivais à 40%, et après à 50%, jusqu'au 100%, où elle te dit, bah venez demain à 9h, quoi. Et là, c'est ouf. Ouais. Et du coup, combien de temps ça a duré? Écoute, ça a duré 1 an. Pendant 1 an, j'ai fait ça, et ça a été extraordinaire, parce que j'ai eu la chance de bien fonctionner. Tu as fait quoi comme résultat? Comme résultat, j'avais fait, c'est toujours compliqué d'en parler comme ça à l'écran, mais non, j'avais fait une année à 222 000 euros de chiffre d'affaires. Énorme, exceptionnel. TTC. Ouais. Donc oui, pour une première année en tant qu'agent immobilier, c'est sûr que c'était génial. Bon, moi, j'étais très fier. Et c'est ce qui m'a permis du coup de pouvoir rembourser mon prêt étudiant directement en l'espace d'1 an et demi et non pas en 3 ans et quelques, et de me décharger de ça, et en même temps qui m'a permis envie de vouloir un peu repartir voyager. Sauf qu'il y a eu une péripétie que j'avais pas prévue, en fait, c'est que j'étais un peu lâché tout seul, en tout cas en termes de structure et juridiquement, et j'avais un statut auto-entrepreneur à 32 000 euros de chiffre d'affaires par an. Tu comprends bien qu'entre 32 000 et 222 000, il y a un delta. Il y a une grosse différence. Ouais. Et par mon manque de connaissances, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé toute ma trésorerie, en fait, dans l'agence immobilière dans laquelle je travaillais, en leur disant que je vais aller m'immatriculer en société et qu'à ce moment-là, je leur ferai les factures de toutes ces commissions pour qu'ils puissent me payer. Mais qu'avant ça, j'avais besoin d'aller, en fait, tout simplement souffler. Pendant 1 an, j'avais entre les 6 mois de maçonnerie, de nettoyage industriel, les 1 an d'immobilier à faire que travailler, j'avais besoin de voyager, j'avais besoin d'aller même voir des amis que j'avais rencontrés aux États-Unis. Et pour ça, j'ai voulu partir quelques mois, me faire un voyage en Australie. Ok, et t'es parti combien de temps en Australie? Et je suis parti en Australie, ce qui devait être à la base quelques mois, voire même peut-être une petite année. J'avais fait un working holiday visa. Et je me suis dit, écoute, de l'Australie, en plus, je vais immatriculer ma société en France, il va me payer mes factures. En Australie, j'aurai au moins de l'argent qui rentrera de ces revenus supplémentaires. Et puis, je vais pouvoir aller vivre une expérience à l'autre bout du monde. Donc tu partais finalement pour voyager d'abord en Australie? Je partais pour voyager et avec la sécurité financière de savoir que j'avais tout ça qui allait m'être payé incessamment sous peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je passe 2-3 premiers mois en Australie où je voyage, je profite, je trouve même des petits boulots à gauche à droite parce qu'en fait, pour vite te créer des amis, etc., le meilleur moyen, c'est de travailler. Et puis, une fois que j'ai fait une semaine de plage, on va dire que je m'ennuie vite, donc j'ai besoin de faire des choses. Et pendant que je suis en Australie, en fait, l'agence dans laquelle je travaillais et j'avais laissé mes liquidités a eu des soucis financiers et a fermé porte, a tiré le rideau, a fermé avec ma trésorerie. Ouais. Donc là, tu passes je vais avoir presque 170 000 euros qui arrivent à plus rien. Et comment tu vis ça en plus en étant à l'autre bout du monde Déjà, tu veux pas y croire. Ouais. Je me rapproche d'un expert comptable, d'un avocat, en leur expliquant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux utiliser comme levier même juridique. Et ils me disent qu'en fait, c'est de ma faute. C'est par manque de connaissances, par manque d'accompagnement. Je savais pas qu'en fait, on pouvait... l'argent, j'aurais dû directement me mettre en société, me le faire payer, et pas le laisser dans une agence immobilière pour que ça me soit payé plus tard. Mais ça, tu le sais pas. Et c'est souvent dans les histoires comme ça qu'en fait, tu en retiens la leçon. Et la leçon, tu la retiens quand c'est toi qui la paye. C'est clair. Beaucoup plus facilement que si on t'explique. Ouais, donc c'est un bon conseil, c'est un bon tip de dire que même si on est au début de son activité, il faut se renseigner et se faire accompagner dans tout l'aspect juridique, conseil. Il y a des experts comptables qui sont géniaux pour ça. Ouais. Avocats fiscalistes, il n'y a pas forcément besoin. Il y a même rien de plus important quand tu commences, malgré la taille de la société, un expert comptable. C'est clair. Même peut-être des fois un avocat pour faire des contrats quand on veut développer, faire des contrats de partenariat avec des personnes. Moi, au début, j'y suis allé sans aucun contrat à la confiance. Et en fin de compte, des fois, c'est peut-être pas de la faute de la personne, mais il y a des choses qui font que il a peut-être mal géré quelque chose de son côté et que j'ai tout perdu. Mais et souvent, on dit un contrat, ça coûte cher, mais ne pas en avoir, ça peut coûter plus cher. 3 fois plus cher. Et toi, ça a été le cas. Hein. Ça a été vraiment le cas. Et même le pas cher, tu le payes 2 fois, voire 3 fois. Ouais, c'est clair. Ok, et du coup en Australie tu y restes plus longtemps? Du coup au final je me retrouve à rester 2 ans en Australie parce que je tombe amoureux de ce pays où rien n'est possible, où tout est possible je veux dire, et pour un mec comme moi qui aime bien toujours créer un business ou autre, je me retrouve quand on vient en Australie, on est obligé de travailler 90 jours en tant que Français dans un secteur tertiaire.
Donc, il y en a qui vont ramasser des fruits et des légumes, il y en a qui vont faire de la construction, il y en a qui vont servir dans des restaurants. Bref, tu dois travailler dans un secteur où il manque de personnel. Et moi, via une rencontre dans ce voyage, je me retrouve à aller travailler dans le désert australien, dans une ferme de coton. Ok. Où pendant 90 jours, je suis sous 45 degrés, avec une pioche et des jets d'arroseur pour irriguer une ferme de coton entière. Et en fait, ça a été un peu mon isolement, où j'ai pu ressasser pendant 90 jours tout ce qui s'était passé et l'erreur que j'avais faite de débutant, en fin de compte. Hein. Et quelque part, cette transition dans cette ferme, tu passes toute la journée tout seul, avec pas de réception de téléphone ou quoi que ce soit, à travailler. Et j'ai découvert les podcasts. Et j'ai découvert le développement personnel, où toute la journée, j'écoutais dans ma tête des livres de David Goggins, de Jim Rohn, de toutes les personnes en fait qu'on peut suivre aujourd'hui sur les réseaux. Et en fait, j'ai eu cette ouverture d'esprit sur le fait que j'ai réussi à passer au-delà de ça et à trouver des solutions maintenant pour continuer d'avancer et pas me morfondre en fait sur ce qui m'était arrivé et de me dire bon, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, tu es dans tel environnement, qu'est-ce que tu peux créer pour du coup continuer d'avancer, et t'as appris et maintenant avance. Avec la leçon. Ça t'a appris quoi finalement l'Australie, et tu reviens donc 2 ans après, si j'ai bien compris? Ouais, je reviens en Australie. Ce que je fais, c'est que je crée une société en fin de compte après avec le fermier dans laquelle je travaille dans le coton, d'import-export de coton. En fait, tout simplement, je lui achète les branches de sa ferme, les branches de coton. Je vous invite à aller sur Internet voir à quoi ça ressemble, des champs de coton, qui vendait, lui, en majeure partie en Asie pour les vêtements. Et en fait, je lui explique que quand je vais à Sydney, des fois les week-ends, pour faire un peu la fête avec mes copains, j'étais à plusieurs heures de voiture dans le désert, et je lui explique qu'il y a des fleuristes en ville en fait, qui vendent des branches de coton, mais qui vendent ça à des prix dingues, qui vendent 20-25 euros des branches de coton. Et je lui explique que s'il est d'accord, moi je charge tous les week-ends quand je retourne à Sydney le camion de branches de coton, ou le 4x4 que j'avais, et qu'on les vend aux fleuristes. Et bref, c'est parti d'un business qui était complètement délirant à la fin. Et au final, au bout de 6 mois, je me retrouvais, je ne suis pas resté 90 jours dans cette ferme, mais je suis resté à peu près 6-7 mois. Et je me suis retrouvé à fournir en fait tout le marché à fleurs de Sydney en branches de coton. Donc j'avais 76 fleuristes qui m'achetaient les branches du fermier. Et j'avais créé en fait un circuit court, ferme australienne, fleuriste de Sydney. Et c'est un petit business qui a pu me rapporter à peu près 55 000 $ en l'espace de 3 mois. Waouh. Et ça a été mon kick pour repartir en fait, et avec un petit peu de liquidité et recommencer. Et pourquoi t'as pas continué là-bas? T'avais trouvé un petit peu une poule aux yeux d'or Pourquoi? Parce que le coton étant une plante, il y a des cycles, et quand la plante est moissonnée, il n'y a plus de matière première. Ok. C'est aussi bête que ça. Donc ça n'a pas duré longtemps. Plus de matière première, ça faisait... Après, donc il y a plein de péripéties au milieu, et des voyages autres. J'arrivais à la fin de mes 2 ans de visa. Il fallait que je rentre en France. Ça faisait 2 ans que j'étais parti. Et du coup, je suis rentré en France avec cette liquidité pour pouvoir avoir un nouveau départ en France et pas repasser par la case maçonnerie et nettoyage industriel. Là, du coup, tu avais un peu plus d'argent de côté. Voilà. Et tu te lances, du coup, tu lances ton agence immobilière ou Avant ça, j'ai compris que je ne voulais plus jamais être agent commercial dans une agence immobilière, mais avoir la carte T immobilière. Donc, j'avais un BTS négociation relation client, qui me permettait, avec une VAE, déjà d'avoir une partie de mes matières validées. Donc, il me restait plus que les matières immobilières en fait à passer. Donc, j'ai fait une VAE puis un candidat libre ensuite, parce que j'ai eu des très bons résultats dans tout ce qui est transactions immobilières et euros de vente. Par contre, j'ai eu des notes catastrophiques dans tout ce qui est syndic de copropriété et gestion immobilière, parce que faire la répartition des charges de copropriété avec des syndics et voter des assemblées générales, j'y connaissais rien. Ouais. Donc, je suis allé à la Fnac, j'ai acheté une dizaine de bouquins là-dessus, et j'ai révisé, potassé pendant 2-3 mois chez moi, et je suis allé passer mon BTS immobilier en candidat libre en juin, que j'ai obtenu. Et c'est comme ça que j'ai eu ma carte T immobilière et que j'ai ouvert ma première agence à Valence, Boris Immobilier. Génial. Bon, t'as pas fait compliqué là. J'ai pas fait compliqué. Ok. Et du coup, tu lances cette agence, tu la lances seule du coup? Je lance cette agence, ça se passe très bien. C'est quoi les premiers résultats sur la première année? Écoute, ce qui était chouette, c'était que du fait d'avoir eu beaucoup d'anciens... Dès que je me suis ouvert, j'ai envoyé des messages à tous les anciens clients que j'avais eu pendant la première année. Oui. J'ai organisé j'ai un ami qui a une cave à vin, on avait organisé
organisé un petit pot avec à manger, à boire, et je réinvitais tous mes clients, tout simplement pour juste que le mot se passe. Et derrière, ça a très vite fait l'effet boule de neige. Je me suis retrouvé à faire plusieurs ventes immobilières. C'était à peu près presque 70 ventes en l'espace de 2 ans au final. Waouh. Et ça a été, derrière, ça a été un game changer où j'ai pu commencer après à même faire de l'investissement immobilier et ouvrir tout ça. Et t'as quelle vision par rapport au recrutement? Parce que là, quand tu fais 70 ventes en une année, enfin en 2 ans, pardon, c'est que t'as un volume qui est intéressant. Est-ce que tu te dis, j'ai pour objectif de recruter, ou alors non, de rester seul parce que je suis plutôt bien seul et j'avance plus vite et plus rapidement? Alors oui, forcément, tu veux recruter, mais j'ai un souci à l'époque, c'est que c'est ton bébé. C'est ton agent, c'est ton bébé, et j'arrivais pas encore tout de suite à dire aux personnes, bah allez, rejoignez-moi, vous travaillez sous ma carte T. J'avais un problème peut-être de confiance aussi avec les gens. Tu sais, quand une fois tu subis ça, t'as pas envie que ton image soit dégradée si quelqu'un travaille mal ou quoi que ce soit. Ils étaient sous mon en-tête. Et ça, c'était très difficile, et c'est ce qui m'a un peu empêché, même là-bas à l'époque, d'évoluer. Ok, ça marche. T'as eu un déclic parce que du coup cette agence-là, elle est à Valence. Aujourd'hui, tu nous disais dans le préambule du podcast que t'es à Nice, sur la Côte d'Azur. T'as eu quel déclic pour te dire je vais partir de Valence et aller voir plus loin sur un marché plus concurrentiel, plus gros, mais avec aussi des commissions plus importantes Bah écoute, après ces 2 ans du coup à Valence où je fais mes ventes, je me suis rendu compte que j'avais quand même envie de plus gros. On revenait de vivre l'époque Covid, après Covid, où tous les Parisiens avaient fait 2 heures de TGV pour venir acheter des maisons dans la Drôme provençale. Et c'était des très belles années. Et je me disais, tiens, c'est marrant, là je me suis éclaté. Mais là, j'arrivais au bout de 2 ans à une phase où j'avais envie un petit peu de reconnecter avec de l'étranger, du moins de la clientèle étrangère. J'avais envie de parler anglais, j'avais envie d'aller dans une ville qui bougeait un petit peu plus, qui était un peu plus cosmopolite, où il y avait un aéroport, où on pouvait bouger. Et je me disais, j'aimerais bien partir ailleurs, voir ce qui ça donne ailleurs. Et j'ai des clients en fait qui m'ont fait confiance et qui avaient un appartement à vendre à Cannes, Ok. de Valence. Donc des clients avec qui tu avais déjà travaillé sur... Ouais, des clients avec qui j'avais vendu leur maison à Valence, Ok. qui m'ont dit j'ai un appartement à vendre à Cannes, Boris, est-ce que tu aurais quelqu'un là-bas que tu connais qui pourrait s'en occuper? Et j'aurais dit, bah écoute, oui, pas de souci, bien sûr, je connais quelqu'un, moi, si tu veux, je m'en occupe. Je fais les allers-retours, j'ai un réseau là-bas sur Cannes implanté, je m'étais un peu survendu, et je vais te le vendre ton appartement. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné leur appartement à la vente, et je l'ai vendu en fait en l'espace d'un mois, 1 mois et demi, et 1 mois et 1 semaine exactement. Et à ce moment-là, j'ai compris, deuxième croyance limitante que t'arrêtes, de savoir qu'en fait c'est possible, même en étant à Valence, que moi, Boris Michaud, je peux vendre un bien sur Cannes, alors que j'ai rien à voir avec la Côte d'Azur, Bien sûr. et d'aller là-bas 2-3 fois pour la signature notaire, la visite, l'état des lieux, etc. J'ai trouvé que c'était magnifique comme endroit, forcément, c'est la Côte d'Azur, et ça m'a donné envie de plus. Ok. Et du coup, tu as eu ce déclic-là de venir t'emménager. Comment t'expliques ta réussite à Valence? C'est-à-dire que comment tu fais en 2 ans pour faire autant de ventes? C'est quoi ton secret? Écoute, c'est quoi le secret? C'est le travail, tout simplement. C'est le travail, c'est le relationnel, c'est le fait de faire en sorte de faire aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent, de toujours travailler vraiment le plus transparent possible, correctement. Puis j'avais pas peur d'aller faire des visites le samedi, d'aller faire des visites le dimanche, et de me donner à fond, clairement. Ok. T'arrivais à bien te vendre à ce moment-là, déjà? Ouais, parce que j'avais confiance en moi. J'avais quand même fait les premiers résultats il y a 3 ans. J'avais maintenant eu mon expérience aux États-Unis, mes 2 ans en Australie. Je parlais plusieurs langues, je parlais l'anglais du moins. Et donc ouais, donc j'avais confiance en moi, et j'avais compris même que même s'il y a des choses qui se passaient mal ou que des choses où j'échouais, c'était pas grave parce que tu pouvais échouer dans la vie. Et c'était toujours intéressant de comprendre pourquoi tu avais échoué, qu'est-ce que tu avais fait mal à ce moment-là qui a fait que tu as perdu le deal ou que tu as perdu le mandat, et comment tu peux du coup travailler là-dessus pour plus que ça arrive et faire mieux la prochaine fois. Et en fait, tu te rends compte que dans la vie, chaque chose que tu fais mal ou que tu perds, ou tu as toujours une leçon à apprendre, et quelque chose qui permet de te développer tout simplement et de recommencer mieux. Exactement. C'est qu'une nouvelle step en fait pour aller chercher quelque chose de différent derrière. Et comment ça se passe ton implantation sur la Côte d'Azur? C'est assez facile? On t'ouvre les bonnes portes? Écoute, je vais dire, la chance que j'ai eue avec maintenant 1 an et demi de recul, c'est que je savais pas que ça serait aussi dur. Sinon, tu l'aurais pas fait? Ouais, clairement. Ah ouais. Ok. Si on m'avait dit exactement là maintenant, Boris parlerait au Boris il y a 1 an et demi en disant exactement ce qui va se passer, ce que je vais vivre, jamais j'y vais. Ouais.
Et le fait de pas savoir, moi je dis j'arrive à Valence, j'ai ouvert Boris Immobilier, je vais arriver sur la Côte d'Azur. Alors j'ai pas ouvert Boris Immobilier parce qu'avec la Russie et l'Ukraine, je voulais pas avoir de problème. Donc j'ai dit je vais monter mon agence, je vais faire mon logo, je vais me créer. C'est magnifique. Azur Real Estate, Azur magnifique. Real Estate, et ça va bien se passer. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Tu commences en fait, t'es personne. T'as plus du tout de réseau. Et en fait, tu recommences à ce que je te disais, tu sais, avec l'introduction. Quand j'arrive en Angleterre, aux États-Unis dans l'école, où en fait, t'es que Boris, mais t'es introduit par personne. Et t'es le client de personne, l'agent immobilier de personne, t'as rien vendu encore dans la région, si ce n'est un seul appartement, où tes clients acquéreurs n'ont pas l'intention de revendre, donc t'as pas de bien qui arrive. Et en fait, il faut recommencer à zéro. Il faut recommencer à sortir, à refaire du bon coin, à aller toquer aux portes, à aller faire des petits séminaires, des vernissages, aller au golf même, parce que sur la Côte d'Azur, tout le monde joue au golf pour rencontrer du monde. Et c'est là que c'est chouette, parce que tu remets tout en question à zéro et en fait, tu repars. Et tu as réussi quand même à avoir tes premiers biens, à faire tes premières ventes, à avoir une première inertie ici sur la Côte d'Azur maintenant. Au bout d'un an et demi, ça roule forcément. Il y a tout qui s'est. J'ai eu la chance d'arriver aussi avec une grosse trésorerie de mes 2 ans à Valence. Donc je suis pas arrivé avec rien. Aujourd'hui, concrètement, si j'étais arrivé avec quelques dizaines de milliers d'euros, j'aurais fait banqueroute et tu repars direct. Parce qu'ici, tout coûte plus cher. Le loyer, l'agence, les sites internet, la publicité, les catalogues, c'est x3, x4 par rapport à un budget que je connaissais avant. Et ça, très dur. Ok. Et aujourd'hui, comment tu gères le fait d'avoir une agence à Valence, finalement, donc Boris Immobilier, et une agence ici? C'est Nice exactement ou c'est Nice, elle est à Nice. Elle est à Nice. Et une agence sur Nice, du coup, Azur Real Estate. Au début, écoute, ce qui m'a fait bien tenir aussi ici, c'est que je continuais à distance à faire des ventes à Valence. Ouais. Donc, je remontais pour les prises de mandat, pour tout ce qui était mise en place, photos, etc. Pour les visites les week-ends, j'essayais de caler mes visites les week-ends. Ouais. Donc, je montais le vendredi soir de Nice, je faisais toutes mes visites à Valence samedi, dimanche. Je redescendais ensuite à Nice. J'ai une personne de confiance aussi qui est là-bas sur place et qui peut me gérer à distance toutes les visites de mes biens, etc. Okay. Donc j'étais serein de ce côté-là et j'avais quand même beaucoup de monde qui m'épaulait là-bas et qui était conscient du challenge que j'étais en train de vivre ici tout seul en pleine crise immobilière en plus 2023 où toutes les banques ont fermé les robinets. Tu t'es aussi spécialisé dans la nue propriété. Tu fais autre chose, tu fais aussi la transaction classique, mais tu t'es spécialisé là-dedans en devenant un expert de la nue propriété. Ouais. C'est quoi exactement et pourquoi avoir choisi ce secteur-là? Il y en a qui choisissent les locaux commerciaux, il y en a qui choisissent, j'en sais rien, plein d'autres choses. Alors, pourquoi? Parce que dès que je suis arrivé à Nice, en fait, j'ai fait des belles rencontres de personnes qui faisaient ce qui s'appelle du démembrement et du rachat de nue propriété. Et c'est vrai qu'à force de sortir, bouger, commencer à faire un peu mon réseau et notamment même pas mal aller au golf, je me suis fait naturellement en fait un réseau, une clientèle de personnes âgées. Et la nue propriété, en fait, ça consiste en quoi? C'est un viager 2.0, on va dire. Aujourd'hui, sur la Côte d'Azur, le viager marche pas beaucoup parce que les biens sont trop chers, les bouquets sont trop gros pour les investisseurs, les banques ne financent pas, et encore moins en 2023 à l'époque. Et du coup, tu as des seniors qui se retrouvent avec des super appartements qui valent de 1 million à 10 millions d'euros ou des villas. Ils n'ont pas d'acheteur en face pour payer ce bouquet et payer ses rentes viagères. Et en fait, ils n'ont plus de sous. Ils ont du mal à payer les charges de copropriété, les travaux de rénovation de façade, etc., les taxes foncières, et ils ne peuvent pas avoir des liquidités pour aider du coup leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc il y a une vraie problématique. Et ces personnes que j'ai rencontrées, en fait, c'était ni plus ni moins un directeur d'un fonds d'investissement, d'une banque, qui, lui, cherchait à faire du démembrement, donc acheter la nue propriété des appartements aux seniors. Donc, tout simplement, je te donne un exemple, Maxime, tu as 80 ans, tu as un appartement, à 10 millions d'euros à Cannes, je dis n'importe quoi. Moi, je viens de voir que je t'ai rencontré, où je t'ai été présenté, où j'ai investi beaucoup en publicité sur la télé, en support magazine, support pub, qui fait que les gens, du coup, j'expliquais ce que je faisais et me contactaient. Et je viens de voir, j'ouvre ton appartement, je fais passer un expert qui fait une expertise qui s'appelle la valeur vénale de ton bien. Il dit, Maxime, ton appartement vaut 10 millions d'euros. Moi, aujourd'hui, je te le fais acheter par les banques à 65% de sa valeur. Donc 6 500 000 euros, j'ai dit 10 millions, ça. Ouais, c'est ça. Donc 6 500 000 euros, tu touches en un seul versement ce montant. Donc tu acceptes une décote de 35% de la valeur de ton bien, mais tu touches en un seul versement ce capital, net d'impôt. Tu n'es plus responsable du paiement de la taxe foncière. Et toutes les charges de copropriété en termes de gros travaux qui viennent à l'avenir dans cette copropriété sont payées par la banque. Donc toi, en gros, tu as 80 ans,
T'as ton appartement qui valait 10 millions, que t'as vendu 6,5 millions, mais t'as touché les sous et à vie, tu restes chez toi et t'en as la jouissance. T'en as ce qui s'appelle l'usufruit. Donc pour des personnes qui n'ont pas d'héritier, par exemple, c'est extraordinaire. Parce que leurs biens, quand ils vont partir, de toute façon, ils le laisseront à l'État. Et Dieu sait que sur la Côte d'Azur, il y a énormément de seigneurs qui n'ont pas d'héritier. Ça, c'est fou. Donc ça, c'est une super solution pour eux. Moi, quand ils me rencontrent, souvent, ils me disent « Mais Boris, pourquoi on ne vous a pas rencontré avant ?» C'est clair. Parce qu'en fait, ils ont 85 ans et si ils avaient pu, ils l'auraient fait à 80 ans pour aller se faire un dernier safari en Afrique, par exemple. Bien sûr. Et pour améliorer leur pouvoir d'achat, parce que c'est une grosse problématique aujourd'hui. Exactement. Et souvent, ils ont des biens qui coûtent très très cher en entretien. Et ça leur permet sur des dizaines d'années de pouvoir payer les charges qu'il y a, comme tu disais, et puis d'améliorer leur train de vie. C'est ça. Donc et puis, tu as tout type. Moi, au début, quand j'ai commencé ça, je pensais que j'étais tourné uniquement vers une personne, vers une typologie de clients qui n'avait pas d'héritier. Mais en fin de compte, tu as ceux qui n'ont pas d'héritier. Tu as ceux qui ont peur de laisser des biens immobiliers à leurs enfants, parce qu'ils ont peur que les enfants se déchirent entre eux. Donc, ils m'appellent pour que moi, vienne racheter la nue propriété. En fin de compte, quand on regarde le montant des droits de succession que les enfants auront à payer quand les parents vont décéder, et à la fin, la décote des 35% de la nue propriété, à quelque part, c'est presque égal. Ouais. Sauf qu'ils préfèrent dire, écoutez, maintenant, moi, je vends la nue propriété, je prends les liquidités, je distribue à chaque enfant ce qui leur revient, et même aux petits-enfants, et je pars la conscience tranquille. Ouais, c'est clair. Donc j'ai eu ce type de clientèle, et après, t'as plein de clients pour X raisons qui décident de faire appel à la nue propriété et au démembrement. Donc au final, je me suis maintenant, avec un an et demi de recul, spécialisé là-dedans. Aujourd'hui, en termes de prorata, 70% de mon chiffre d'affaires est lié à la nue propriété dans mon agence, Ok. et 30% de mon chiffre d'affaires est lié à la transaction traditionnelle. Génial. Et tu communiques principalement sur ça, du coup, principalement sur la nue propriété. Exactement, parce que je vais rien réinventer, on va dire, en agence immobilière traditionnelle sur la Côte d'Azur. Ouais. Il y a peut-être 600 agences immobilières entre Cannes et Nice. Par contre, il y en a très 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 peu qui font de la nue propriété, du démembrement comme je fais. Et j'ai choisi de vraiment m'axer dans ce marché de niche pour pouvoir tirer une vraie épingle du jeu et continuer à évoluer. Et puis intellectuellement, c'est passionnant. C'est quelque chose de différent. Moi, j'ai un tempérament où je vais peut-être vite me lasser. Et après avoir fait plusieurs années de transactions immobilières, j'avais absolument besoin d'avoir quelque chose de différent et de stimulant intellectuellement. Et comment me différencier de ces 600 agences qui existent ici. C'est clair, c'est pas facile quand on crée, pour être en train de le faire, quand on crée une agence immobilière, c'est difficile de se démarquer de la concurrence, etc. Et tu l'as bien fait en te spécialisant sur ça, donc non, c'est une belle réussite, bravo Boris pour ça. Merci. On passe sur la dernière partie, marchand de biens, très rapidement pour clôturer le podcast, puisque tu t'es lancé dans cette activité-là très récemment. Est-ce que tu peux nous parler de ta première opération ? Ouais, bien sûr. Écoute, après forcément, qui dit immobilier, agence et agent commercial, t'arrives avec des opportunités d'investissement. Donc, pareil, demain, on veut tous avoir nos différents appartements en location, nos différents achats-revente de maisons. Donc, j'ai commencé avec une première maison que j'ai achetée et revendue, où j'ai pu faire une belle opération x2 sur un achat-revente. Et derrière, c'est devenu aussi une autre passion avec intellectuellement encore quelque chose de différent en termes de gestion technique, gestion financière avec des investisseurs privés, gestion technique en termes de travaux, de rénovation, créer quelque chose de concret et quitter un peu le service qui est l'immobilier. Là, c'est du technique avec de la rénovation et de la réhabilitation. Et aujourd'hui, je me lance sur plusieurs opérations marchand de biens, comme là, une des dernières que tu connais très bien pour être venu m'assister plusieurs fois parce que j'avais besoin de ta lanterne technique. C'est un projet qui se trouve à côté de Nîmes, à Huchot, que j'ai signé récemment. J'ai acheté une grosse maison en pierre que je divise en 4 appartements, 2 T3 et 2 T2. Derrière, il y a une grange aussi de 120 mètres carrés que je réhabilite en habitation. Et 2 terrains à bâtir où je fais dessus 2 villas individuelles d'à peu près 110 mètres carrés chacune sur des parcelles de 500 mètres carrés de jardin que je revends à des particuliers. Un projet magnifique, hybride, où il y a tout type de lots, etc. Où il y a tout type de lots et puis... Une belle marge, un beau projet, franchement. Une belle marge, un beau projet et même c'est génial pour apprendre parce que j'ai un permis d'aménager dessus, j'ai 3 permis de construire à déposer, j'ai des colonnes montantes pour Enedis, je suis ABF là-bas, donc architecte bâtiment de France. Pour une première grosse opération, c'est encore une fois intellectuellement génial et du coup
non, je me T'en régale. apprends tous les jours. C'est sur des trucs comme ça, sur des demandes d'urbanisme, t'en apprends tous les jours, quoi. Donc c'est ça qui est génial et passionnant dans le métier de marchand de biens, c'est que tout le monde peut t'apporter quelque chose. Que ce soit le entre guillemets, et c'est pas méchant de dire ça, mais le petit agent immobilier qui a jamais rien vendu, mais qui connaît parfaitement son secteur et qui du coup va t'apporter une information précise sur le lieu. Il va te faire rencontrer l'urbanisme plus rapidement et puis ça va faciliter et fluidifier le projet. T'as toujours quelque chose à apprendre de n'importe qui. Et c'est ça qui est génial dans le métier de marchand de biens. C'est clair. Et puis, effectivement, comme tu le dis très bien, tu vas avoir une vision différente de plein de personnes aussi. Toi, tu aurais voulu faire la chose comme ça et l'autre, il va te la proposer différemment. Comme d'ailleurs, on a pu faire Bien sûr, sur place. Ouais. Et donc, non, c'est génial et ça reste dans mon écosystème qui est l'immobilier. Et c'est logique par rapport à ce que tu fais. Ouais. Voilà, toute ma vie, je resterai dans cet immobilier que je kiffe, mais sous différentes formes. Il y a la transaction, il y a la nue propriété, il y a le marchand de biens. Et en fin de compte, ces trois combinés font qu'aujourd'hui, je suis heureux. Et dans un environnement comme la Côte d'Azur, il n'y a pas de plafond de verre. Tu peux demain très vite exploser et monter sur des paliers extraordinaires et kiffer, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Boris, pour la suite de ton aventure entrepreneuriale avec tes agences, avec tes opérations de marchand de biens? La santé. Ouais. Parce que la santé, c'est le plus important. Parce que en vrai, de l'expérience de mes parents, l'argent, ça va, ça vient, c'est des flux. Et quand t'as pas la santé, t'as plus l'énergie pour aller faire de l'argent. Et encore une fois, c'est pas enfin une fin en soi. Ce qui est surtout important, et moi, tu me connais pour ça, on a beaucoup échangé là-dessus, c'est aussi faire des projets à plusieurs et gagner à plusieurs. Parce que de par mon expérience et mes aventures, j'ai souvent été tout seul à créer des sociétés, à avancer tout seul ou autre. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que gagner à plusieurs, faire des projets à plusieurs et avancer tous ensemble et marquer des super moments, en fait, tout simplement. C'est clair. Merci beaucoup, Boris. J'ai 2 dernières questions pour clôturer le podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, un conseil qui, toi, t'a impacté? C'est la fameuse question de fin qu'adorent les auditeurs. Ne pense pas que tu es trop petit pour faire de grandes choses. Ok, c'est la première fois que je l'ai en plus de 90 épisodes, donc c'est pas mal. Ouais, c'est un conseil qui t'a marqué, toi? C'est un conseil qui m'a marqué. Il y a ça c'est hyper important. On a tous des croyances limitantes du fait de là où on a grandi, de l'environnement dans lequel on a grandi, les personnes qui ont été autour de nous plus petits. Et souvent, on n'a qu'une facette de la vie et qu'une facette de nous, où on pense qu'on est fait pour faire que ça, et en fin de compte, tu te rends compte que quand tu te donnes un tout petit peu les moyens, que tu sors de ta zone de confort et que tu crois en toi, en fait, avec un peu de travail, de la volonté et 1% de chance, il y a tout qui se passe bien. C'est clair. Mais il faut foncer. Il faut foncer et il n'y a rien qui peut vraiment, encore une fois, t'arriver. Même si faut que tu dormes 2-3 nuits sur un clic-clac, ou même une nuit dans un parc, c'est pas ça qui va te tuer, quoi. Non, c'est clair. Merci, Boris. Avec plaisir, Maxime. Bravo pour ton parcours. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi sur tous les éléments dont on a parlé dans le podcast? Écoute, alors échanger avec moi en termes réseaux sociaux, forcément sur Instagram, que tu as et qu'on peut me retrouver sur le profil de Maxime. Professionnellement, par mail, par téléphone, tout est accessible depuis mes réseaux. Et après, sinon, sur mon site internet, www.azur-realestate.com, où il y a la partie transaction, la partie nue propriété. Et puis si vous passez par Nice, au plaisir de vous arrêter et qu'on aille boire un café ensemble pour échanger. Merci, Boris. Avec plaisir, Maxime. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.